Mes amis IES, dans cet épisode, je vous invite à une expérience extraordinaire qui n'a jamais été faite jusqu'à présent, enfin du moins, je crois. Et ça tombe bien puisque Intensément Podcast est le média unique en son genre, explorant l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI, et neuroatypiques à la recherche des infos les plus fiables possibles avec une ouverture d'esprit critique. Comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous conseille tous les épisodes précédents d'Intensément Podcast, le haut potentiel intellectuel n'est ni une pathologie, ni une maladie, ni un trouble mental. Et comme vous le savez, la plupart des soi-disant symptômes ou caractéristiques attribués par la mésinformation et la désinformation sur les HPI, surdoués, à partir du phénomène zèbre ou des phénomènes du suréfficient ou du haut potentiel émotionnel, sont en réalité des symptômes de véritables troubles ou pathologies psychiatriques ou psychologiques. Et c'est le danger numéro uno de cette confusion à cause du retard de véritables diagnostics ou de prise en charge qui en découle. Je me suis donc basé sur l'ensemble des entretiens que ce podcast a fait avec tous les spécialistes et sur les diverses descriptions dans les manuels de référence psychologiques et psychiatriques que sont le DSM-5 et CIM-11 pour réaliser un tableau qui fasse correspondre ces faux symptômes, ces pseudo-symptômes HPI avec les véritables troubles ou pathologies auxquels ils correspondent véritablement. Alors, disclaimer, je ne suis pas un spécialiste, ni un psychiatre, ni un psychologue. Donc veuillez m'excuser si j'en ai oublié ou si, malheureusement, ce qui est très possible, j'ai fait quelques erreurs d'attribution et je vous invite à rallonger la liste que j'ai faite et à la modifier pour un prochain épisode. De plus, cette lourde liste n'est pas faite pour s'auto-diagnostiquer. Et si vous avez des doutes sur votre santé mentale, je vous conseille fortement de vous adresser aux professionnels que sont les psychologues et psychiatres. En attendant donc, c'est une grande première. Et vous allez voir, le bilan que nous en tirerons est quasi sans appel. Et j'espère que vous trouverez ça intéressant et que vous le partagerez autour de vous, of course. Je remercie évidemment les contributeurs et les contributrices de ce média sans qui cet épisode n'aurait pas vu le jour. Et je les remercie intensément. Et j'en profite pour vous rappeler que Intensément Podcast n'existe que grâce à vos dons et que si vous désirez contribuer et m'aider à rechercher et diffuser le maximum d'infos fiables, d'entretiens ou de témoignages, vous pouvez rétribuer mon travail à sa juste valeur en faisant une donation ponctuelle ou régulière. Il y a un lien unique dans la description de cet épisode ou alors cliquez sur rejoindre sur YouTube. Bienvenue dans notre vaisseau spécial. Merci intensément. Sans plus attendre, The List. Alors à tout seigneur, tout honneur, l'hypersensibilité. Alors je sais que beaucoup d'entre vous n'appréciez pas ce concept, mais on va le prendre, on va dire, dans l'acceptation populaire et médiatique du terme, puisqu'en fait, il n'est pas un symptôme ni une pathologie, ce serait plutôt un trait de personnalité. Il n'est donc pas reconnu dans les deux manuels. Il y a beaucoup de caractéristiques que je vais prendre dans l'acceptation populaire, sachant qu'en fait, ils ne sont pas de véritables symptômes. Et d'ailleurs, je ne vais pas tous les décrire un par un, et ni vous expliquer, ni rentrer dans les détails, malheureusement, parce que sinon, cela ferait un épisode trop long. Donc nous commençons avec l'hypersensibilité. Et l'hypersensibilité, dans la recherche, et vous l'avez entendu avec Charlotte Parzi-Jagla, la plupart du temps, lorsque l'on parle d'hypersensibilité, on parle en réalité d'hypersensorialité ou d'hypersensibilité sensorielle. Et ceci, on le retrouve spécifiquement dans les troubles du spectre de l'autisme, mais aussi, et les recherches le démontrent de plus en plus, dans le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc je vais dire TDAH, et pour le trouble du spectre autistique, je dirais TSA à partir de maintenant, mais aussi dans les troubles anxieux. Comme nous l'a expliqué Charlotte Parzi-Jagla, il arrive, lorsque l'on a des troubles anxieux, ou même une dépression, que l'on puisse ressentir plus fortement des couleurs, des sons, par exemple, et que cela nous gêne. Ce sont des ressentis négatifs qui peuvent s'apparenter à de l'hypersensibilité sensorielle. Et dans les descriptions zèbre ou HPE, cette hypersensibilité est aussi synonyme de divers troubles émotionnels difficiles à gérer, que j'ai divisés en quelques propositions. La première, la dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire le fait de ne pas contrôler ses émotions ou alors qu'elles soient trop fortes ou trop basses. Évidemment, on retrouve cela dans le TDAH, puisque le TDAH a une très forte composante, et ça se sait de plus en plus, émotionnelle,
Mais pour l'instant, le TDAH très mal nommé ne le comprend pas ni dans le nom, ni même malheureusement dans le diagnostic du DSM et du CIM. Dans le trouble de la personnalité borderline, dans le trouble de l'humeur, y compris la dépression, dans les troubles du spectre schizophrénique, dans les troubles de la personnalité antisociale, dans les troubles de la personnalité narcissique, dans les pathologies hormonales, dans les infections chroniques, dans les troubles neurologiques divers et dans le stress. Donc comme vous voyez, j'ai rajouté aussi des données que j'ai trouvées ailleurs que dans le CIM ou dans le DSM ou dans les entretiens, mais aussi que l'on peut trouver dans certaines revues médicales. L'hyperémotivité, donc, qui peut aussi ressembler à cette idée d'hypersensibilité. Hyperémotivité qui, là aussi, se retrouve dans le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Dans les troubles de l'humeur les plus connus sont la dépression, le trouble bipolaire, la cyclothymie ou le trouble dysthymique et le trouble affectif saisonnier. Hyperémotivité qui se retrouve dans les troubles anxieux, dans les troubles de la personnalité borderline, dans le trouble bipolaire, dans le trouble de la personnalité narcissique et dans le trouble de la personnalité histrionique. Vous pouvez faire les liens entre chaque, parce que c'est pas exclusif, évidemment. Et donc, l'hyper-empathie. Alors, pourquoi j'ai marqué pseudo-hyper-empathie et pas hyper-empathie? Parce qu'en fait, l'hyper-empathie, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui permet de dire, dans la recherche scientifique, ni dans le CIM, ni dans le DSM, il n'y a rien qui permet de dire que avoir une hyper-empathie serait un symptôme de quoi que ce soit. Donc, en réalité, nous l'avons entendu d'ailleurs très récemment, là aussi, avec la psychothérapeute Charlotte Parzi-Jagla, dans les épisodes précédents qui étaient super intéressants, où elle citait l'exemple de personnes qui, avec un trouble anxieux ou même une dépression, eh bien, en fait, les personnes pensaient ressentir très fortement des émotions, les émotions des autres, alors qu'en réalité, c'était une sorte de manifestation d'anxiété, de crise de panique ou de crise d'angoisse. Et je me rappelle aussi, je me souviens, et malheureusement je ne l'ai pas noté, mais je vous prie de le noter aussi, je me souviens que la psychologue Stéphanie Aubertin nous avait expliqué que certaines personnes pensent être empathiques alors qu'en fait elles sont juste dans la contagion émotionnelle, un phénomène commun qui arrive à tout le monde. Je ne sais pas dans quelle catégorie cette contagion émotionnelle peut se classer. C'est vrai que j'ai oublié de le chercher, mais je pense que c'est une explication très intéressante aussi pour la soi-disant hyper-empathie ressentie par beaucoup de personnes, sachant, comme je vous l'ai déjà dit, que toujours Stéphanie Aubertin, mais aussi d'autres spécialistes, suggèrent que les personnes qui se considèrent comme empathiques peuvent parfois mal interpréter les émotions réelles des autres, car l'empathie est un phénomène complexe que j'espère aborder en profondeur très bientôt avec ce média. Le décalage social, donc, qui se retrouve très souvent dans les descriptions des zèbres et des HPI. Alors, le décalage social peut effectivement résulter d'un haut quotient intellectuel, donc d'avoir un haut potentiel intellectuel, à partir du moment où, effectivement, on se retrouve dans une situation, dans une configuration, dans un contexte qui n'est pas favorable à l'expression de notre potentialité ou de notre niveau, comme à l'école, par exemple, ou dans une famille, bien que cela soit plus rare, parce qu'un enfant à haut quotient intellectuel se trouve rarement entouré de personnes avec un quotient intellectuel de 80. Si votre enfant, par exemple, n'aime pas le foot et que tous ses copains oui, le problème n'est pas son quotient intellectuel, mais ses goûts. Si par contre, c'est la meilleure de la classe et qu'elle est harcelée à cause de ça, eh bien dans ce cas-là, on pourrait dire que le sentiment de décalage et d'isolement peut être attribué à son fort niveau scolaire, mais tout est une question de contexte, de personnalité et d'entourage. Il ne faut pas confondre des anecdotes et des parcours de vie qui sont réels mais ne représentent pas une généralité, avec de véritables symptômes qui sont courants dans un trouble ou qui sont directement liés à des pathologies. Le décalage peut se retrouver dans de nombreuses situations. Et le décalage, en particulier le décalage social, se retrouve dans le TDAH, parce que, étant donné la propension à être dans l'hyperactivité, dans l'hyperémotivité ou dans le manque de l'attention, eh ben, on a l'impression d'être en décalage vis-à-vis des autres. Dans évidemment le TSA, l'autisme, dans les troubles anxieux, dans les troubles de la personnalité, dans les troubles bipolaires, dans les troubles du spectre schizophrénique, dans les troubles de la personnalité narcissique. Et oui, puisqu'on se pense supérieur ou qu'on pense que quelque chose nous est dû et que les autres ne devraient pas avoir.
Les difficultés motrices ou d'apprentissage que l'on retrouve dans beaucoup de descriptions des zèbres ou des HPI ou des HPE ou des suréfficients, puisque tout le monde mélange tout en fait dans ces concepts-là. Et il y a même eu pendant longtemps, on peut le retrouver encore maintenant, certains spécialistes qui disaient, qui affirmaient, qui prétendaient qu'en fait, les difficultés motrices ou d'apprentissage, c'est-à-dire les troubles spécifiques des apprentissages en réalité, comme la dyspraxie, la dysgraphie, etc., ou la dyslexie, certains spécialistes affirmaient qu'en fait, il y avait plus de ces troubles-là chez les HPI. Mais en réalité, les méta-analyses et les études ne montrent rien de ce type. Chez les hauts potentiels intellectuels, il y a exactement le même pourcentage de troubles des apprentissages ou de TDAH ou de troubles du neurodéveloppement en général que dans la population, tout venante population générale. Mais ces troubles, ces difficultés motrices ou d'apprentissage, on les retrouve en particulier donc dans les troubles spécifiques des apprentissages, comme la dyspraxie, tous les troubles 10, dans les pathologies hormonales, dans le trouble neurologique divers, dans le stress, mais aussi, et j'ai oublié de le noter, dans le TDAH. La fameuse communication problématique, le fait qu'on n'arrive pas à décoder les autres, qu'on ne les comprend pas, qu'on a du mal à communiquer, se retrouve en réalité, non pas dans le HPI, puisqu'au contraire, avoir un HPI permet de mieux comprendre les autres et de mieux les interpréter, mais se retrouve dans les troubles du spectre de l'autisme, dans le TSA, évidemment, et dans les troubles de la communication en général. Les troubles de la communication, c'est tout un tas de difficultés qui entravent la capacité d'une personne à communiquer efficacement. Cela peut être des troubles auditifs, mais aussi, évidemment, des troubles tels que le bégaiement, d'autres troubles du langage ou de la parole, et d'autres conditions qui affectent la capacité à échanger des informations de manière fluide et compréhensible. À noter, évidemment, que dans toute cette liste, il est évident qu'on peut avoir un haut quotient intellectuel et avoir ce genre de troubles. Avoir un haut quotient intellectuel et avoir des troubles anxieux, TDAH, avoir un TSA, avoir un trouble du spectre schizophrénique, etc., etc. Là n'est pas la question. Il est juste question de ne pas mélanger tout ça et de ne pas dire que ce genre de symptômes ou de caractéristiques seraient en fait dus au haut quotient intellectuel ou au haut potentiel intellectuel. Nous avons ensuite l'isolement. Alors l'isolement se retrouve en majorité dans la dépression, dans les troubles anxieux, dans les troubles du spectre schizophrénique, dans les troubles de la personnalité antisociale, dans le trouble de la personnalité narcissique, dans les infections chroniques, puisque lorsqu'on souffre, on n'a pas envie de fréquenter beaucoup de personnes. On va commencer à se diriger vers cette fameuse pensée en arborescence qui a été inventée, si nous avons bien compris, par Jeanne Siofachin, qui a été popularisée par plein d'autres personnes, en particulier par Christelle Petit-Colin, dont vous savez exactement qu'elle n'est pas en fait spécifique au haut potentiel intellectuel, mais une pensée en arborescence comme l'a décrit Jeanne Siofachin, si on prend le symptôme de la pensée qui part dans tous les sens, cela est en réalité un symptôme du TDAH, évidemment, un symptôme des troubles de l'humeur, y compris la dépression, un symptôme du trouble bipolaire, du trouble du spectre schizophrénique, des troubles neurologiques divers ou du stress. Une pensée qui vagabonde, appelée mind wandering, se retrouve dans le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, évidemment, et se retrouve dans les troubles de l'humeur, y compris la dépression. Des pensées en boucle, des ruminations, qu'elles soient positives ou négatives, se retrouvent dans les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, dans les troubles anxieux, dans la dépression, dans les troubles de stress post-traumatique, en général, dans les troubles bipolaires, dans les troubles du spectre schizophrénique et dans le stress. Des pensées intrusives, c'est-à-dire qui interfèrent pendant que l'on pense à autre chose et qui ne nous lâchent pas et que l'on n'arrive pas à stopper, se retrouvent dans le TDAH, évidemment, dans les TOC, encore plus, aux troubles obsessionnels compulsifs, dans les troubles anxieux, bien sûr, dans les troubles du stress post-traumatique, dans la dépression, en tant que symptôme associé à des pensées négatives envahissantes, dans les troubles du spectre schizophrénique. Et puis, on a toujours dans cette pensée en arborescence la tachypsychie dont on a parlé dans un épisode avec le neuropsychologue Sébastien Hague sur la pensée en arborescence. La tachypsychie, c'est lorsque la pensée s'emballe et va de plus en plus vite. La tachypsychie, ça se retrouve dans le TDAH, bien entendu, dans les troubles de l'humeur, y compris la dépression et la manie, dans la consommation de psychostimulants tels que les amphétamines, le cannabis, la caféine et la nicotine,
dans la boulimie, je ne sais pas pourquoi, dans la schizophrénie, dans le TDAH et dans le trouble de la personnalité limite. Pour continuer donc dans ces histoires de pensée, la rigidité mentale que l'on attribue quelquefois aux surdoués, que l'on pourrait confondre avec le fait d'être pointilleux ou perfectionniste. Et ce perfectionnisme est pour certains de la rigidité mentale qui se retrouve dans le trouble du spectre de l'autisme, évidemment, et dans le trouble obsessionnel compulsif, les TOC. Spéciale dédicace à Raymond Dazan avec l'écoute phonétique. L'écoute phonétique qui, soi-disant, l'empêcherait de comprendre les mots. L'écoute phonétique de Raymond Dazan, c'est un symptôme du trouble du spectre de l'autisme ou de la dyslexie. La difficulté de comprendre le second degré est évidemment un symptôme du trouble du spectre de l'autisme. Et le discours éparpillé se retrouve dans le trouble du spectre schizophrénique, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, la dépression en tant que symptôme associé à une difficulté de concentration et de formulation des pensées, aux troubles bipolaires et à des troubles neurologiques divers, puisque les troubles neurologiques affectent le système nerveux et peuvent avoir beaucoup de manifestations comme des troubles moteurs, sensoriels, cognitifs ou comportementaux. Par exemple l'épilepsie, la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, le Parkinson et les accidents vasculaires cérébraux. Les difficultés d'élocution se retrouvent dans les troubles du spectre de l'autisme, dans le TDAH, dans la dépression en tant que symptôme associé à une difficulté de concentration et de formulation des pensées, dans le trouble bipolaire, dans les troubles du spectre schizophrénique, dans les troubles neurologiques divers et évidemment dans les troubles de la communication comme le bégaiement par exemple. Nous allons passer à d'autres symptômes un peu plus divers on va dire. Le refus de l'injustice. Alors ce fabuleux refus de l'injustice n'est évidemment un symptôme de rien du tout, évidemment, mais on le retrouve sous forme de victimisation dans le trouble de la personnalité narcissique, dans les troubles de l'humeur y compris la dépression, dans les troubles anxieux et dans le trouble de la personnalité antisociale. La difficulté d'écriture, dysgraphie, c'est relié aussi aux difficultés motrices, se retrouve dans les troubles d'apprentissage spécifiques. L'impatience ou l'irritabilité, que l'on peut confondre avec de l'ennui, se retrouve dans le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles de l'humeur y compris la dépression, le trouble bipolaire, le trouble de la personnalité antisociale, le trouble de la personnalité narcissique, les infections chroniques, le trouble neurologique divers et le stress. Sachant qu'évidemment, on peut ressentir de l'ennui lorsqu'on a un haut quotient intellectuel et qu'on se retrouve dans une classe où on va beaucoup plus rapidement que les autres. Mais là encore, ce n'est pas dû à son haut quotient intellectuel, mais aux conditions et au contexte. Ne pas écouter les consignes ou couper la parole, ce n'est bien entendu pas un symptôme d'intelligence, ni un signe d'intelligence. C'est plutôt un symptôme du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, du TDAH, ou du trouble de la personnalité antisociale. Nous passons maintenant à l'anxiété en tant que symptôme du HPI. N'est évidemment pas un symptôme d'un haut quotient intellectuel, mais se retrouve en général lié aux troubles anxieux, comme l'anxiété généralisée, les phobies, les troubles paniques, aux troubles obsessionnels compulsifs, aux troubles de stress post-traumatique, à la dépression et à l'usage de substances. On peut lier ça à un autre symptôme soi-disant du haut potentiel intellectuel, qui est la dépression et qui est lié aux troubles de l'humeur, dépression majeure ou la dysthymie, aux troubles anxieux, aux troubles psychotiques, aux troubles de la personnalité, à l'usage de substances, à la dépression postpartum, c'est-à-dire la dépression qui affecte certaines femmes après l'accouchement. Quant aux difficultés scolaires, eh bien vous pouvez vous dire qu'on le retrouve dans tous les troubles et pathologies listés précédemment. Alors franchement, je ne sais pas vous, mais si on fait le bilan de cette liste, on s'aperçoit que, bien entendu, la plupart de ces pseudo-symptômes HPI se trouvent dans énormément de troubles ou de pathologies, mais il y en a qui sortent quand même du lot, de par le nombre de fois qu'ils apparaissent. Et vous avez sans doute remarqué que le TDAH, le TSA, ou les troubles anxieux ou la dépression sont pratiquement les grands gagnants, sachant que les troubles anxieux et la dépression font partie des comorbidités les plus courantes du TDAH ou du trouble du spectre autistique,
et sont aussi des résultantes de pas mal de problèmes psychologiques. Ce sont les conclusions qui émergent de ce bilan et qui confirment ce que nous ont dit depuis 3 ans la plupart des spécialistes ou experts interrogés par ce podcast, à savoir que, bien qu'il ne faut pas en faire une généralité, il n'y a pas eu d'études précises sur ce sujet, mais énormément d'enfants ou d'adultes à qui on a attribué leur souffrance au haut potentiel intellectuel sont en réalité soit au potentiel intellectuel ou pas, mais en tout cas des TDAH, des TSA ou des personnes avec des problèmes psychologiques ou psychiatriques. N'oubliez pas que tout cela sont des exemples et qu'il manque peut-être sans doute pas mal de choses, je ne suis pas rentré dans les détails, et puis aussi il faut inclure à cette liste notre propre personnalité, notre propre parcours de vie, personnel, relationnel, notre environnement familial ou professionnel, les accidents de la vie. Tout cela peut générer des tensions, des difficultés et des problèmes psychologiques qui ne sont pas des troubles ou des pathologies, mais qui impactent à plus ou moins long terme et plus ou moins fortement notre santé mentale, sans que cela soit causé par notre quotient intellectuel. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, que ce soit de la connaissance ou de la matière à penser, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à renvoyer l'ascenseur et à faire les gestes qui aident pour ce podcast dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je remercie intensément, énormément, plus qu'intensément, toute la communauté de notre vaisseau spécial d'Intensément Podcast qui vraiment m'est cher et me permet d'avancer et de continuer. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud.